Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Duo Politique. Je suis Kamel Amadi et je suis heureux de l'animer en alternance avec notre chère Audrey Pronesti qui n'est pas là et qu'on embrasse bien fort. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans de superbes invités, de super collaborateurs. Juan José Dorado, c'est ma première, va falloir m'excuser, qui est un grand journaliste et correspondant en France pour de grands médias espagnols. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenue Kamel. Bienvenue pour ta première. Alors là, tu m'en as collé. Je ne pourrais pas répondre. Tu nous parleras en anglais après. Ok, oui, je reviens de 6 ans d'exil aux États-Unis, donc je rattrape un peu ce qui se passe ici. Stéphane Tiki, tu es un consultant politique, tu as collaboré auprès... tu es un proche de Nicolas Sarkozy, tu as été président des jeunes républicains, c'est ça? Exactement, je te dirais welcome back Kamel. Et surtout, n'hésite pas à me corriger si je me plante, d'accord? Non, pas de problème. Parfait. Welcome back. Merci. Bon retour parmi nous. Très bien. Pour ma première, on m'a proposé d'avoir un superbe invité. J'ai nommé Stéphane Aspic, militant des premières heures des Gilets jaunes, et qui nous revient du tribunal, c'est ça? Oui, un petit tour par là-bas pour soutenir les déférés de mardi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les blouses blanches ou les blousons blancs. Ouais. Parce que je propose de changer de couleur, justement, de passer du jaune au blanc, lumineux. Les blouses blanches ont un petit peu été turbulentes sur l'esplanade des Invalides à la fin de leur manif qui partait de le ministère de la Santé. Ok. Alors tu sais, notre producteur m'a dit, Kamel, je vais t'inviter quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises. Alors pour ceux qui te connaissent pas, quelles sont ces bêtises? Ah non, aucune bêtise. Dis-moi. Justement, j'en appelle au premier amendement de la Constitution américaine. C'est de la liberté d'expression sur palissade de chantier de l'Assemblée nationale ou permanence parlementaire de pute. J'oublie les accents sur les députés en ce moment. J'ai du mal avec les députés. Donc j'oublie un ou deux accents. Je sens qu'un œil... Alors, tu ne m'avais pas présenté que Stéphane était dans les jeunesses sarkoziennes. Et donc... Disons les jeunesses UMP. C'est déjà un peu UMP, plus... on va dire, ok. Voilà. Mais ça me pique un petit peu, donc... donc voilà, j'ai une dent contre certaines catégories de la population, élus, mal élus. Écoute, ça tombe bien parce que... amours avec le reste de la population. Écoute, ça tombe bien parce que... Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Ça tombe bien parce que le sujet d'aujourd'hui, ça va être un peu le manifestation. Écoute, je reviens de 6 ans des États-Unis. Je pensais que ça allait être la joie et la bonne humeur. Et c'est un peu le bordel. Je ne sais pas si vous pouvez le concéder. Alors, expliquez-moi pourquoi il y a autant de bordel, autant de manifestations. Qui veut prendre la parole? Alors, je vais prendre la parole. Je suis désolé, je parle Vas-y, Stéphane. beaucoup. Mais à cause de Sarkozy, ça a commencé avec lui. Je suis désolé. Mais il a commencé à foutre le bazar en Libye. Ça, c'est au niveau international. Et puis au niveau français, par exemple, la police, mettre la gendarmerie ensemble, etc. Il a commencé avec les banlieues, le Karcher et compagnie. Donc, histoire de mettre de l'huile sur le feu, il y est quand même allé assez franco et commencer à titiller les Français par rapport à comment on peut faire des élections un petit peu poussées, notamment en 2012, où c'était un petit peu bizarre, avec des choses un petit peu bizarres, où il a fallu interrompre la campagne présidentielle, parce qu'il y avait un certain Mera qui faisait du pataquès du côté de Toulouse et compagnie. Ensuite, on a... je devance ce que tu voulais me poser comme question. Vas-y. Ensuite, on s'aperçoit que la France des Lumières, les plombs ont sauté en 2015. Là, franchement, ça tire dans tous les sens. Le Bataclan, c'est pas propre. Le Charlie Hebdo, c'est pas propre. Il y a vraiment des choses où on se pose des questions. Charlie Hebdo, alors moi, j'étais Charlie pendant 2 jours. Et au 3e jour, quand j'ai vu que Flamby, avec Benjamin Netanyahou, allait nous narguer... Alors, Flamby, tu peux rappeler qui c'est? C'est un machin quand tu renverses, Oui. mou, et il a essayé de se greffer des coucougnettes avec Julie Gaillet, D'accord. mais ça n'a pas pris. Est-ce que tu parles d'un président de la République? Oui. D'accord. Tu peux nous dire un nom, prénom? François. Ok. François H. Ok. Bon. Donc... Et donc là, voilà, on passe à un stade supérieur. Et ensuite, on se récupère quoi? Un Macron. Et là, pourquoi c'est le boxon en France absolue? Parce que le néolibéralisme, alors là, on y plonge, mais 2 pieds dedans en même temps. Donc, alors, il y a beaucoup de choses dont on va pouvoir parler. Les manifestations, le néolibéralisme. On va aussi parler du mécontentement national. On va aussi pouvoir parler du mouvement, je dirais, mondial au niveau de ce mécontentement. On va pouvoir aussi parler des brutalités policières. Toi, tu as dit une chose, Stéphane, mais vous, encore une fois, vous pouvez intervenir. Si on a peur, on est foutu. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? La peur annihile l'action. C'est-à-dire, quand on a peur, les gens n'osent plus bouger. On a peur, on se terre chez nous,
on se regroupe sur la famille, on protège les plus proches, etc. On ne bouge plus. Alors que si on n'a pas peur, moi j'ai pas trop peur, on vit libre, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas peur. Même quand j'ai 20 flics, même la brave sur moi, je vais braver la brave sur les caisses. Ça fait 3 millions de vues sur Facebook, enfin 4 millions maintenant. Et donc, et quand je passe dans les commissariats, justement, ils me disent ah oui, c'est vous qui avez bravé la brave, etc. Il ne faut pas avoir peur. Alors, quand on n'a pas peur, on ose affronter le danger et on se rend compte que souvent en face, ça se dégonfle. Parce que savez-vous que la police est forte avec les faibles et faible avec les forts. Et ça, j'arrête pas de leur dire dans les commissariats. J'ai fait donc 15 gardes à vue, j'ai fait une vingtaine d'auditions libres, mais un peu contraintes. Encore ce matin, j'étais en audition libre, mais contraintes, etc. Et donc, si vous montrez un peu de faiblesse, ou si vous avez peur, si vous commencez à tchouner en garde à vue, là, c'est un petit peu open bar pour... Parce qu'ils sont névrosés, il faut bien voir, on a la moitié des policiers qui sont névrosés et ils viennent se robocoper dans la police. Mais est-ce que c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous pensez que les Français ont peur? Parce que je débarque. Manifestation après manifestation, des dizaines de milliers de personnes. J'ai l'impression que les Français n'ont pas peur. Et toi, tu me dis qu'ils ont peur? Oui. Ils ont peur? Enfin, les Français, ils ont peur parce qu'on a dans une situation très particulière. On a actuellement le Covid, parce que, effectivement, la situation dans la rue est compliquée. Mais je reviens à ta question au début, quand tu disais, il y a beaucoup de manifestations. Comment ça se fait? Tout simplement parce que on voit depuis, et pas que depuis 5 ou 6 ans, hein, je crois que c'était Jacques Chirac qui avait trouvé le mot quand il a parlé des fractures sociales, la fracture sociale en France, qu'il a fait élire. Et alors cette fracture sociale, on est en campagne électorale. Jacques Chirac se présente aux élections et il est élu notamment avec cette phrase de la fracture sociale. Tu peux expliquer très rapidement ce que c'est que la fracture sociale? Voilà, il y avait 2 France, il y a une France d'en haut et une France d'en bas. C'est un peu le discours qui avait toujours été celui de la gauche. Et cette fracture sociale dont parlait Jacques Chirac, on l'a vérifiée petit à petit et de plus en plus grande cette fracture. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de manifestations, si aujourd'hui les Français ont peur, mais pas uniquement de la police, ont peur de l'avenir, c'est parce que cette fracture sociale qui avait été théorisée, elle existe et elle s'est agrandie depuis cette époque-là, notamment effectivement avec François Hollande. Et je dis François Hollande parce que François Hollande, quand il est arrivé, il a créé un espoir qui a été déçu assez rapidement. Et quand vous créez un grand espoir, vous êtes à même de vous retrouver avec une grande haine derrière. Et les plus grosses manifestations qu'on a connues, on les a connues avec Nicolas Sarkozy, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avec François Hollande et ce qu'on connaît aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Donc, le fait est que la France, effectivement, elle a peur pour l'avenir, pour ses enfants, parce qu'elle ne voit pas où est-ce qu'elle va. Il y a la politique internationale, il faut juste se rappeler que depuis les années 90, on a eu les 2 guerres d'Irak, on a eu la Libye, on a eu la Syrie, on a eu tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc effectivement, les Français sont inquiets parce que ça touche aussi sa vie quotidienne et c'est pour ça qu'il y a peur. Mais ce n'est pas uniquement que la peur de la police, ce n'est pas uniquement que la peur des politiques ou de l'avenir, c'est un ensemble, c'est cette fracture sociale qu'on n'a pas su. On n'a pas su, nous tous, hein, mais surtout les dirigeants politiques en France, la combler. Et petit à petit, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Et voilà le résultat de cette fracture sociale. Mais la fracture sociale, ce qu'on voit surtout maintenant, c'est le slogan du néolibéralisme, c'est travail, emprunte, consomme, enfin travail, emprunte, procrée, faut renouveler un petit peu, consomme et ferme ta gueule. Et c'est ça que les gens sentent vraiment. Alors pour l'instant, il reste juste à travail, consomme et ferme ta gueule. Mais moi, j'ai rajouté empreinte, procrée, parce qu'ils veulent toujours ça quand même in vitro et tout ce qu'on veut. Mais voilà, donc je suis pas. Alors j'ai une question pour tout le monde. Qui a déjà manifesté ici? Enfin, moi, en tant que journaliste, j'ai fait quand même des centaines de manifestations, mais pas en tant que manifestant. Évidemment, je suis pas d'accord avec ce que dit Monsieur Lespic sur Comment ça mais il est épique, et il explique. C'est un explique épique. Non, je dirais, moi, je pense que les Français ont peur, mais je pense que c'est aussi humain d'avoir peur. Parce que déjà, on a peur de l'avenir. On ne sait pas ce que sera fait demain. Mais on ne devrait pas avoir peur de l'avenir. À partir du moment où on élit des personnes qui sont censées nous représenter, pourquoi j'aurais peur? On a peur de l'avenir parce que, par exemple, si on reparle de cette histoire de coronavirus, c'était quelque chose que les citoyens n'en avaient jamais entendu parler.
Et tout d'un coup, on nous apprend qu'il faut être confiné, rester à la maison, pas sortir parce qu'il y a des risques. Et donc les gens, ils ont peur de savoir est-ce qu'ils vont être malades, pas malades, est-ce qu'ils vont survivre, est-ce qu'ils vont pouvoir élever leur famille à la hauteur de ce qu'ils ont, est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur travail. La peur, pour moi, fait partie du quotidien. Oui, mais là, c'est exagéré. Là. Alors, est-ce que je peux Là, juste franchement. intervenir parce que cette peur, quelque part, elle a été aussi accentuée. Je ne veux pas être méchant, mais par l'incompétence du gouvernement. Non, ils sont pas incompétents. Alors là, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et moi, je vous dis, il y a un génocide organisé par un refus d'accès aux soins et une euthanasie par Rivotril hors AMM. Donc c'est délibéré de faire peur qu'il y ait des morts en France. Vous avez la moyenne d'âge qui est 81 ans. Donc, mais il y a une volonté de grossir le chiffre, une volonté de faire peur aux Français parce qu'ils gouvernent par la peur. Et c'est ça qui est inadmissible. Et pour la première fois, nous avons des générations de parents qui disent « j'ai plus peur pour mes enfants, j'ai mieux vécu que mes enfants vont vivre ». Et ça, c'est nouveau. Il y a un renversement qui s'est fait en 2010 à peu près, où il y a un renversement, les gens se disent « j'ai mieux vécu que ce que vont vivre mes enfants Oui. ». Et là, je peux vous dire que le Covid, pour moi, j'ai vraiment attaqué l'État là-dessus, parce que j'ai déposé des plaintes, etc. C'est vraiment une mascarade, une manipulation de masse, une gouvernance par la peur. Moi, je peux pas vous laisser dire ça. est-ce que Je peux pas vous laisser dire ça. Non, mais pardon. Non, c'est pas politique. J'ai perdu des gens dans le Covid. J'ai des gens qui sont décédés par le Covid. Vous pouvez, non, mais pardon, vous pouvez pas juger des gens qui ont été tués par cette maladie-là en disant que c'est une mascarade. C'est pas une mascarade, c'est un truc réel. Des gens sont morts. Des gens ont perdu leurs proches. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est de pas pouvoir enterrer quelqu'un que vous avez perdu? Oui, je sais parfaitement. Parce qu'on a perdu quelqu'un et parce qu'on peut pas se rassembler, on peut pas l'enterrer correctement. Là, ça, c'est quelque chose qu'on a. Conséquences. Moi, je vous parle de la cause. Le Covid, c'est pas une mascarade, c'est quelque chose de réel. La cause est une mascarade. Il y a un refus d'accès aux soins. Si on appliquait le protocole qui a été trouvé en Chine, il se trouve. Moi, je suis pas médecin. Je suis pas savant. Février, il a dit, on trouve une solution comme toutes les. Mais je peux vous dire que les médecins ont fait leur maximum. Quand on voit le professeur Philippe Juvin, quand on voit pas mal de médecins qui se sont battus pour sauver la vie des gens, pour avoir eu des proches à l'hôpital qui se battaient pour vivre et pour survivre, ils se sont battus pour survivre. On peut pas dire que les Stéphane, on peut pas dire que les médecins ont laissé les gens mourir. Stéphane, il a pas dit ça. Il y a eu un refus du serment d'Hippocrate. Ils sont passés dans un serment d'Hippocrate pour satisfaire les big pharma. Alors Stéphane, juste ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous parlez pas tout à fait de la même chose. Ce que Stéphane dit, c'est qu'il y a une manipulation de la pandémie à des fins politiques. Hors de question de remettre en cause la létalité du Covid. Il y a des morts, ça c'est sûr. Si on soigne pas une maladie, on en meurt. Il faut la soigner et on sait la soigner celle-là. Mais une volonté délibérée de ne pas la soigner quand on voit le scandale de la chloroquine. Moi, je peux pas essayer de dire ça. Je sais pas, c'est pas la chloroquine, c'est pas non plus voilà, scientifiquement parlant. La chloroquine ne soigne on peut pas d'accord ou pas, on peut parler des théories des complots, tout ce qu'on veut, mais scientifiquement parlant, aujourd'hui, il est impossible d'assurer que c'est le remède miracle. Alors qu'il y ait une utilisation politique de la pandémie. Mais ça, c'est le propre de la politique. Ça fait en France, ça fait aux États-Unis, ça fait en Espagne, ça fait partout dans le monde. Alors, il y a le cas américain, que tu connais bien, Manik. Il y a le cas du Brésil, qui est plus ou moins semblable, qui n'est pas du tout le cas espagnol, le cas français, ou le cas d'autres pays comme l'Allemagne. Alors, on ne peut pas non plus dire, et ça je pense qu'il faut être... qu'on a un refus des soins. Non, on n'était pas du tout préparé. On n'était pas du tout préparé. On était préparé, on n'avait pas assez de lits, 5 000 lits en France quand on avait besoin de 10 000. Les cas de l'Allemagne, le preuve. On n'a pas assez de masques, on n'avait pas assez des respirateurs, etc. D'accord, on n'était pas préparé, mais il n'y a pas un refus. Voilà, moi je fais une nuance entre dire qu'on n'était pas assez préparé. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, sur la question des masques, est-ce qu'il y en avait assez ou pas assez? La question des soins. Alors qu'on aurait pu d'ailleurs mieux se préparer puisqu'on voyait ce qui se passait à côté. L'Italie qui a été frappée avant nous. Mais je peux pas dire que parce qu'on n'était pas préparé, qu'il y a une volonté ou un choix de laisser les gens mourir ou de pas les soigner. Je n'ai pas dit ça. Alors, vous l'avez entendu. Vous passez quelqu'un sous respirateur, c'est déjà trop tard pour la chloroquine. Vous savez comment on chope le palu? Il y a des gens qui ont pris la chloroquine et qui sont morts aussi. Qui va renforcer la membrane extérieure du globule blanc. Cher et Stéphane, qui va empêcher le virus de rentrer dans le globule blanc. Le palu, je peux en parler. Moi, j'ai grandi au Cameroun. Le palu, moi, je l'ai attrapé. Stéphane, oui, bah c'est trop tard. Non, mais moi, j'ai déjà eu le palu. Si on peut Stéphane. se soigner du palu. Moi, j'ai eu le palu au Cameroun. J'ai grandi dans un pays tropical. Je suis né au Cameroun. Non, le palu, pardon, je sais ce que c'est. Je l'ai attrapé. J'en ai guéri. Mais on peut pas dire
que la chloroquine soigne tout le monde. Pour renforcer justement leur globule blanc. Est-ce que je peux parler? Non, ça Est-ce que je peux parler? Faut s'imposer. Alors, je sais, j'ai voulu m'imposer une première fois, mais j'avais envie de vous entendre. Et je préfère vous entendre de façon à pouvoir vous arrêter quand il faut. Je pense que le sujet du Covid et de la pandémie demande une émission à part entière. Parce qu'il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Et à la base, on était tous venus ici pour parler un peu des manifestations, de ce sentiment d'injustice qui est en train de percoler. Je crois que c'est un terme anglais, je sais plus. De bouillir, on va dire comme ça. Pour en revenir, je vais juste vous poser une question. J'ai lu, et c'est ce que je pense, que le droit de manifester, le droit de grève, c'est un symbole de la démocratie. Vous partagez le même sentiment? La démocratie, il faudra qu'elle existe. Donc elle n'existe pas. Stéphane? C'est clair que depuis 2000, c'était ma seconde question. Avec le traité, l'acceptation du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Non mais pardon. Est-ce que c'est une émission pour remettre en cause, parce qu'on a parlé de la Libye, de Nicolas Sarkozy. Moi, je sais pas été invité pour cette émission-là. Dans ce cas-là, les amis, invitez-moi avec une thématique, on prépare la conduite. Parce que là, sinon, dans ce cas-là, non mais pardon, Kamel. Non mais c'est vrai. Pardon, Kamel. Moi, on m'a invité pour parler des manifestations. Si on va en parler. Parce que Stéphane a parlé tout à l'heure de l'échec de Nicolas Sarkozy, la Libye, la politique. Si vous voulez que je réponde, parce que j'ai pas répondu pour laisser la parole à Stéphane, mais si vous voulez que je réponde dessus, parce qu'évidemment, il faut, pour que les téléspectateurs ne pensent pas que je n'ai pas répondu parce que j'approuve, dans ce cas-là, je réponds. Mais dans ce cas-là, on fait une émission bilan de Nicolas Sarkozy 2007-2012. Je suis d'accord, Stéphane. Là, je suis désolé, on est censé parler des manifestations et on n'en parle pas. Donc, je suis d'accord, Stéphane. Est-ce que je peux vous présenter mes excuses pour ne pas pouvoir gérer ce duo comme il aurait fallu? Je suis pardonné? Non, pas de problème. Parfait. Ok, on était parti. Ma question, c'était droit à manifester, droit de grève, symbole de la démocratie. Et j'allais rebondir justement sur ce que tu as dit, Stéphane. Est-on encore en démocratie? Voilà, on l'a jamais vraiment été, d'abord et là on ne l'est vraiment plus, c'est sûr, depuis 2008. Tu en penses quoi, Stéphane? 2005, est-ce qu'on est encore en démocratie 2008, on l'a dans les... Moi, je pense que, voilà, la liberté de manifester est un droit constitutionnel. D'ailleurs, tous ceux qui veulent manifester, manifestent, même malgré, quelquefois, la non-autorisation de la préfecture, puisque, par exemple, la première manifestation d'Adama Traoré, la préfecture avait dit qu'il s'opposait à ce qu'il y ait une manifestation, ils avaient refusé, la manifestation a eu lieu, et je pense que les gens n'ont pas totalement peur de manifester, puisque par la manifestation d'Adama Traoré, il y a eu 20 000 personnes. S'il y a quand même 20 000 personnes qui se sont mobilisées, alors même qu'on sortait du coronavirus, et que d'ailleurs on expliquait que on n'avait pas le droit d'avoir des rassemblements de près de 10 personnes, et qu'on a eu 20 000 fois le nombre au départ, je pense que les gens ont la liberté de manifester. Des primo-manifestants. Beaucoup de primo-manifestants. Des primo-manifestants sont des manifestants. Moi, sur cette affaire des manifestations et la démocratie, oui, la grève et la manifestation est une preuve de démocratie. Ça, il n'y a aucun doute. Malade, une démocratie malade. Non, mais j'arrive. C'est une preuve de démocratie. Là où il n'y a peut-être pas de démocratie telle que nous on voudrait, c'est dans l'action politique après ces grèves, après ces manifestations. Est-ce que quand tu as pendant un an et demi ou plus d'un an des manifestations des Gilets jaunes tous les samedis et on n'écoute pas, est-ce qu'on respecte la démocratie? Est-ce que quand tu as depuis 2-3 ans des manifestations du personnel soignant, on ne parle pas de la dernière manifestation, j'en ai couvert des dizaines de manifestations, des médecins, des infirmières, des personnels soignants en général, quand ils sont constamment, effectivement, les services des urgences qui ont passé des mois et des mois et des mois en grève, et on ne leur donne pas la réponse, est-ce que ça, c'est un manque de démocratie? Ça, oui, peut-être. Mais c'est le même cas pour les enseignants. On sait les grèves des enseignants, des étudiants, etc. Donc on voit effectivement que la démocratie, c'est manifester, c'est aussi la grève, mais c'est aussi écouter les manifestants et les grévistes. Et c'est ça où, effectivement, peut-être on pêche un petit peu étant politique. Mais la politique, ne soyez pas naïfs, hein, elle est comme ça ici, elle est comme ça ailleurs aussi. Hein. Moi, je pense que ça a évolué un petit peu. Par exemple, sur les Gilets jaunes, bon, j'ai plus toutes les mesures en tête, mais je sais que, d'ailleurs, après les premières manifestations, le président avait lancé ce fameux grand débat pour écouter tout le monde. Et ensuite, il y avait eu des mesures, par exemple, travailler plus pour gagner plus, pour que les gens qui puissent travailler plus payent moins d'impôts en étant plus rémunérés. Voilà, même, par exemple, sur la dernière manifestation, vous voyez l'évolution des techniques de sécurité, puisque le ministre de l'Intérieur a dit que maintenant, on fera plus d'étranglement. Donc, il est revenu sur sa déclaration. Il est revenu dessus. Oui, mais c'est parce que pour moi, c'est elle sera plus enseignée, mais on va continuer à l'utiliser. Oui, mais on attend mieux. Je pense qu'il y a une petite évolution. Maintenant, après, je pense que oui, je pense que le problème aussi de
de la démocratie, c'est qu'il faut écouter le peuple. Et le peuple n'est plus... quand on voit des gens qui manifestent autant, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de mécontentement, oui. Et il faut écouter. Et c'est vrai que moi, ça m'a rendu un peu triste, les images d'il y a quelques jours, parce que les infirmiers et les médecins sont ceux qui sont été les plus mobilisés pendant justement l'épidémie et qui ont participé à sauver la vie de pas mal de personnes. Médaille en chocolat. Et c'est vrai que voir que ça se termine comme ça, mais ça pardon de rebondir, mais c'est une question que vous m'aviez posée aussi, c'était de savoir, est-ce que les manifestations finissent toujours mal en général? Bah malheureusement oui, parce qu'il y a toujours des casseurs qui viennent, des black blocs, des groupes et des groupuscules qui s'infiltrent dans les manifestations efficaces. Et ce qui me rend triste, c'est que notamment les commerçants, parce que eux qui n'ont pas demandé grand chose, et très souvent à la fin des manifestations, leurs magasins sont cassés, détruits, pillés, et c'est eux qui doivent payer pour les travaux et recommencer, alors que pendant 3 mois là ils étaient fermés. Alors parce que vous avez un préfet hors la loi. Stéphane, je vais juste vous poser une question. Si on sait que les manifestations terminent toujours mal... parce qu'ils veulent qu'elles terminent mal. Alors, c'est un objectif délibéré. Moi, quand j'ai négocié les parcours, l'acte 14 et 15, j'aurais dit je préfère aller sur les quais, il n'y a pas de commerce, ça se passera bien. Ils m'ont refusé les quais, ils veulent absolument m'envoyer dans les commerces. Et donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû laisser mes petits jaunes derrière moi. Je partais en vélo devant. J'ai informé qu'on allait débouler, qu'ils puissent rentrer les verres, etc., pour éviter que ça casse, etc., et que les gens n'aient pas peur. C'est le préfet, c'est pas le préfet, c'est le chef d'état-major, quand je négociais les parcours avec le contrôleur général de la salle de commandement, qui m'obligeait à aller dans les commerces. Je ne voulais pas y aller. Moi, je voulais faire les quais, je voulais des lieux symboliques du pouvoir. J'ai fait le MEDEF, on a fait la... Stéphane, moi j'ai une question pour vous. On n'a pas fait les commerces. Moi j'ai une question pour vous. Dites pas les black blocs, c'est les hommes en noir. On ne sait pas qui ils sont. Vous avez 3 types d'hommes en noir. Et donc, je pense que dans les hommes en noir, enfin pas noir, mais les hommes habillés en noir. Je n'y pensais pas, j'espère. Les hommes habillés en noir, on a des gens, je pense que, comme a dit l'hôpital Necker, je pense que c'était prouvé que c'était un policier qui est sorti de derrière les policiers, qui est repassé derrière les policiers, qui est venu péter des vitres, et c'était cousu de fil blanc. Ensuite, Valls s'est dit, ils ont voulu faire une intrusion, ça c'est pas dans la loi travail. Une intrusion dans l'hôpital Necker pour tuer des enfants. C'est comme le Castagnette, premier flic de France, qui dit à l'hôpital Salpêtrière du 1er mai, ils ont voulu débrancher, comme si on était des hordes de foules haineuses, etc. Moi, j'étais pas au courant pour les, les parcours. Effectivement, moi, si j'avais la possibilité de pouvoir choisir, j'aurais préféré que vous manifestiez au niveau des quais, parce que en plus, ça permet au commerce d'ouvrir et de pouvoir continuer à travailler, parce qu'en fait, malheureusement, c'est ceux qui sont en plus les plus pénalisés de l'épidémie et des manifestations. En revanche, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que d'ailleurs, pour moi, c'est une faute partagée entre à la fois l'État et les manifestants. Enfin, manifestants pour dire ceux qui manifestent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand la cause est... Même là, quand on va manifester pour lutter contre le racisme, c'est qu'il y a une cause qui est censée concerner tout le monde, parce que c'est pas la cause de quelques-uns, et peu importe la couleur que l'on est. Mais malheureusement, on constate toujours qu'à la fin, et pour moi, c'est ça qui sont les victimes. Moi, j'avais d'ailleurs proposé que ceux qui cassent payent. Parce que c'est dommage, vous avez un commerçant, on les chope jamais. Et ça, par exemple, on les chope pas? Parce que les casseurs n'auraient des belles... Par exemple, vous avez un commerçant qui d'ailleurs, lui, déjà, pardon d'être un peu long dessus, mais c'est une double peine. C'est-à-dire que lui, son magasin, déjà, il doit le fermer, puisqu'il peut pas travailler parce qu'il y a une manifestation pour laquelle peut-être qu'il n'a rien demandé. Et en plus de ça, à la sortie de la manifestation, son magasin, soit il est pillé, détruit, volé. Donc, c'est-à-dire que le lendemain matin, il perd une part de bénéfice sur le travail qu'il n'a pas eu la veille. Et il va prendre en plus de l'argent qu'il n'a pas pour reconstruire et ouvrir le magasin. Je vais vous poser une question. Il faut que l'État... Il faut que l'État puisse protéger à la fois ceux qui manifestent, mais aussi ceux qui ne sont pas concernés par la manifestation pour que la vie puisse reprendre de leur côté. Est-ce qu'on peut dire à qui profite le crime, le fait que les manifestations se terminent toujours mal? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là? Oui, oui. Juan. Oui, ça profite toujours eux-mêmes. À qui? Ça profite au gouvernement, sans aucun doute. Peu importe la couleur du gouvernement, parce que ça soit avec François Hollande, que ça soit avec Emmanuel Macron, ça profite systématiquement au gouvernement. Oui, ça profite. Ça profite parce que on va judicialiser très rapidement. Enfin, déjà, on va discréditer le mouvement, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ça, c'est la première des choses. Mais avant ça, on en a parlé avant de commencer cette émission, il y a Nuit debout en France, et où les indignés dans l'année 2014-2015. 2014, donc les indignés. Et donc, on va désacréditer systématiquement ce type de mouvement. Le gagnant est forcément
forcément, et peu importe la couleur, le gouvernement. Donc le gouvernement, bien sûr, le gouvernement, il veut avoir des manifestations où il ne se passe rien. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous trouvez normal qu'un gouvernement, c'était, si je me souviens bien, avec Manuel Valls, Premier ministre de François Hollande, fait tourner une manifestation syndicale entre la place des Bastilles et la Seine sur un périmètre d'un kilomètre, qui ressemblait à une bite, qui était complètement ridicule. Et ça, c'est pas la démocratie. Non. La démocratie, c'est pouvoir laisser les gens se manifester pacifiquement. Et ça, c'est essentiel. Mais quand vous arrivez dans ces manifs et on vous a coupé les trois stations de métro avant et 3 derrière, et vous devez faire 3 km pour arriver sur la manifestation, et vous parquez dans un parcours de 2 km, non. Alors, ça énerve le monde. Donc, les manifestations ne se terminent pas systématiquement mal. Ces dernières années, oui, parce que la crispation, elle est là, c'est une réalité. Quand elle se termine mal, elle bénéficie forcément au gouvernement et ça discrédite les syndicats, ça discrédite les gilets jaunes, les indignés, peu importe, mais ça discrédite les organisateurs. Stéphane, et ensuite j'ai une question à poser. Vas-y Stéphane. Moi, je reviens sur le principe de démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Il ne faut pas confondre avec liberté d'expression, etc. Quand il y a une manifestation, on peut estimer qu'il y a un problème démocratique parce qu'il y a des gens qui manifestent qui ne sont pas entendus. Vous allez en Suisse, ils font une votation, ils sont 100 000, ils décident de faire une votation, ils votent, et la majorité s'exprime, et c'est entériné, il n'y a pas de manifestation, parce qu'ils ont les votations. Donc la démocratie, pour moi, il ne faut pas confondre avec liberté d'expression. Et là, en ce moment, la liberté d'expression avec loi Avia et compagnie, on en prend plein la figure, on rentre dans une dictature dure avec le Covid, on est passé d'une dictature molle à une dictature dure, et là, il nous pend au bout du nez des choses qu'on ne veut absolument pas et qui nous sont imposées par la force. On a un président qui nous ment face caméra, qui nous dit une chose, qui fait l'inverse. Vous écoutez ses discours, il était à l'école militaire l'autre jour, enfin il y a quelques semaines, il a un discours qu'il dézingue l'Union européenne. Mais il est premier européiste. Donc il faut savoir, il est complètement schizophrène. Et en plus de schizophrène, il est cocaïnomane, je le dis. Vous là, ça ne vous engage que vous. Ouais, ça m'engage que moi, mais je suis désolé. Vous regardez le 6 mai, il est complètement explosé, il est perché. Moi, je demande simplement appuyer sur son nez, on verra, il n'y a même plus de cloison nasale. Alors, c'est une opinion. J'irai pas jusque-là, mais c'est une bonne transition pour parler un peu de la brutalité policière dont on parle souvent en ce moment. En 2015, Charlie Hebdo, le peuple portait un regard bienveillant sur la police. Biaisé d'ailleurs. Tout le monde, les médias disaient faites des bisous aux policiers, ils nous ont protégés. 2018, gilets jaunes, police, peuple, c'est le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de... ça dépend quand vous filmez, c'est comme les feux de poubelle. Vous prenez une manifestation gilets jaunes, tout le monde, BF Merde va filmer le feu de poubelle. Et puis vous prenez les manifestations le 12 juillet, je crois, c'était les Algériens qui étaient à la Coupe d'Afrique. D'Afrique des Nations, oui. La CAN, voilà. Qui ont manifesté. Et ils ont manifesté, ils ont plus saccagé que les gilets jaunes, mais rien dans les médias. Ça dépend comment vous orientez la caméra. Donc là, on voit bien, feu de poubelle, tout le monde se rue dessus. On a un petit tag sur l'Arc de Triomphe, oh, on a saccagé, etc. Bien sûr, c'est pas été propre, mais c'était 3 fois rien, c'est peanuts. Nous, on a 25 yeux, nucléés, on a 5 mains arrachées, on a 300 personnes avec des traumatismes crâniens, on a 5000 blessés. C'est normal. On va s'indigner du feu de poubelle. Il y a une chose, la police, elle a systématiquement le mauvais rôle. Elle est toujours en porte-à-feu. Peu importe qu'il soit au gouvernement, encore une fois. Elle a toujours le mauvais rôle, forcément. Alors, quand il y a des mouvements comme celui qu'on a connu, notamment des gilets jaunes, c'est pas en soi la police qu'il faut mettre en cause. Ce sont les dirigeants. Je vous rappelle que le préfet, l'allemand actuel, vient remplacer quelqu'un qui a été justement limogé, un intervé qui a été limogé. Donc, c'est les dirigeants qui permettent ou qui ne permettent pas aux policiers de faire ou pas faire. C'est les ministres de l'Intérieur. Il y a eu Gérard Collomb, là, on n'était pas d'accord avec lui, donc on l'a remplacé par Castaner. Donc, écoutez, mais voilà, la police, elle a toujours le mauvais rôle. Elle est toujours en porte-à-feu. Il y a des brebis râleuses, comme vous dites en France, dans la police. Non. Oui, d'accord, mais il ne faut pas non plus jeter systématiquement la pierre et dire la police. Je pense que ça va plus haut. Dans la formation de policiers, Stéphane la baïonnette intelligente, c'est-à-dire vous n'exécutez pas des ordres illégaux. Ils se sont rendus compte qu'ils nassaient complètement une place et c'était un ordre illégal. Ils jouent la division.
la salle de commandement est responsable. Lui, il est responsable d'avoir nassé 100 issues de secours. Et ça, les pions les petits pions bleus ne sont pas conscients. Ils disent allez de l'autre côté, allez de l'autre côté. Ça gaze au maximum, ça intimide au maximum, ça terrorise. On n'a pas le droit de terroriser des manifestants. C'est totalement anti-républicain. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Monsieur Dorado. La police a toujours malheureusement le rôle du bouc émissaire. Parce que de toute façon, dès que la police fait quelque chose, les gens sont malheureusement pas assez contents. Mais moi, je voulais quand même rendre hommage à la police, parce que quand on voit ce qui s'est passé aux attentats, à Charlie Hebdo, quand on voit ce qui s'est passé au Bataclan, franchement, c'est des gens qui sont venus qui sont là pour nous protéger. Et moi, je pense qu'un pays qui fonctionne sans... Pardon, s'il vous plaît, chacun son tour pour la liberté d'expression. Je considère que, voilà, ils sont intervenus, ils ont sauvé quand même des vies, parce qu'il y en a qui ont pu en échapper. Et ils sont là pour nous protéger au quotidien, donc voilà. Après, moi, sur les manifestations, je trouve que c'est facile d'accuser toujours la police de tous les maux, MAUX, mais il y a aussi quelques gens qui vont attaquer les policiers. Moi, j'ai en image ce boxeur qui avait boxé un policier lors d'une manifestation des Gilets jaunes, et les gens n'avaient pas l'air totalement de dénoncer ces actes-là. Ils ne dénoncent pas. Donc, oui. Savez-vous pourquoi? Pardon, Stéphane, s'il vous plaît, la liberté d'expression, et l'expression, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir écouter l'autre et s'exprimer librement. Moi, je vous écoute sans vous interrompre, j'aimerais avoir le même respect de l'autre côté. Je considère juste que, oui, moi, je dénonce les bavures policières lorsqu'elles sont présentes, et malheureusement il y en a, parce que pour moi la police doit représenter l'autorité et l'exemplarité, donc normalement il ne devrait pas en avoir. Quand il y en a, il faut dénoncer, tout comme d'ailleurs les actes racistes. Il y a quelques policiers qui ont effectué des actes racistes, ont eu des paroles racistes la semaine dernière. Pour moi, la justice doit les condamner, mais en même temps, je ne peux pas dire que je trouve ça normal que d'autres gens veulent casser des flics, tuer des policiers. On est d'accord. Parce qu'un policier est aussi un être humain qui a une famille, une femme, des enfants, et on peut pas dire parce que on est en train de manifester, et moi je respecte tout à fait ce droit constitutionnel de manifester, mais c'est pas parce qu'on manifeste qu'on a le droit de taper sur la police, de casser, de détruire. Donc pour moi, tolérance zéro envers ceux qui vont attaquer les policiers, tout comme tolérance zéro envers les policiers qui vont abuser de leur autorité contre les manifestants. Tolérance zéro, c'est de l'intolérance. Juste une dernière question, on va conclure l'émission. Déjà. Apparemment, alors je vais demander à la production, est-ce qu'on a encore le temps à la production ou pas? Ouais, mais si. 5 minutes 3 minutes? Ok, parfait. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le pire est à venir ou est-ce que le pire est derrière? Il est à venir. Et là, on a une fenêtre de tir qui est très étroite, parce que on est entre le Covid. Quand tu parles le pire, ton pire à toi, c'est quoi? Le pire, c'est une dictature molle qui Ça passe veut dire en dictature dure. Et là, le Covid a montré, les gens sont terrorisés, terrés chez eux. C'est une mascarade, un mensonge par refus d'accès aux soins, etc. Et donc, on va avoir du style, ils n'ont pas encore élaboré, et je pense qu'ils sont pris de court au niveau des vaccins. Ils ont imposé la 5G sans que les maires puissent refuser la 5G. Il y a des fréquences qu'il ne faut pas utiliser, et visiblement la 5G utilise des fréquences des mégahertz qui viennent perturber le développement des cellules. Il y a des choses très bizarres qui se font. On demande juste une clarté des choses. Moi, j'ai plein de choses à vous dire. Là, je dois vous parler du parquet national financier. Je vais vous parler de plein de choses. Nous sommes dans un monde de corruption. La justice n'a pas les moyens d'agir. Elle est en permanence étouffée par des affaires. Moi, je vois que des gamins, des fils de fer. C'est que des Arabes et quelques Blacks qui sont avec moi en cellule. J'en ai rencontré 50. Ils sont toujours là-bas pour des petites histoires de bedeaux au coin des lèvres, des choses comme ça, 3 fois rien. Alors qu'on a des choses bien plus graves à traiter, que la justice ne traite pas. Et donc, on se focalise sur un feu de poubelle, on se focalise sur des gamins, certes un peu turbulents. On ferait mieux de les envoyer. On ne pouvait pas dire gamins un peu turbulents. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dijon? C'est des gamins un peu turbulents? Non, c'est Tchétchène, là, c'est autre chose. Ah, bah oui, mais c'est Tchétchène. Il faut envoyer... Attendez, on nous a envoyé 5 chars d'assaut contre les gilets jaunes, les chars bleus, des VAB, véhicules d'avant blindés, contre les gilets jaunes. Eh bien, moi, je les aurais envoyés à Dijon face aux Tchétchènes. Et donc, j'aurais nettoyé ça, par contre. Oui. Ça, c'est intolérable. Ne confondez pas tout. Ne confondez pas les Tchétchènes de Dijon avec des gilets jaunes, des civils désarmés. Je vais faire même plus simple. Moi, je n'accepte aucune violence. Je suis contre la violence. Non, ça veut dire pas la violence des uns, ni la... Moi, je ne fais même pas d'escalade dans la violence. Je suis opposé à la violence
tout court. C'est-à-dire que ce soit la violence des Tchétchènes, l'abus de violence des policiers, ou l'abus des violences peut-être de certaines manifestations qui profitent des gilets jaunes. Moi, je suis contre toute violence. Voilà. Oui, donc c'est beaucoup plus mais tu as dit tolérance zéro, ça veut dire que tu vas être très violent pour imposer la tolérance zéro. Non, pas de violence. Je considère juste que, pour moi, on peut pas attaquer quelqu'un qui représente l'ordre des autorités. Et quand je vois, par exemple, dans les manifestations, pardon, je termine, mais quand je vois les manifestations, on a vu aussi un policier à terre. Il y a quelques jours, de voir toute la foule qui convient pour frapper cette personne. Moi, je peux pas accepter ça. C'est pas normal. Juste sur le pire est derrière nous ou devant nous. Enfin, je ne sais pas si on peut poser la question comme ça. Il est certain qu'on est dans une société qui est en pleine mutation et que cette mutation s'est accélérée ces 15-20 dernières années. Ça, c'est une réalité. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit un rétrécissement des libertés publiques et des libertés individuelles. Mais ce rétrécissement ne veut pas dire qu'on est en dictature. Je ne peux pas utiliser ce mot. On n'est pas non plus un État totalitaire. Et les vrais États totalitaires ou les vraies dictatures, on les reconnaît tout de suite. Mais par contre, et ça c'est vrai, il y a un rétrécissement et les attentats de 2015 nous amènent vers ça, des libertés individuelles et des libertés publiques. Donc il faut faire très attention à que ce rétrécissement n'aille pas beaucoup plus loin. Parce que de toute façon, c'est l'excuse qui est toujours utilisée par tous les gouvernements. Ce qui est important, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir un avenir, d'avoir une école, d'avoir la santé. Mais c'est important aussi de pouvoir manifester, de pouvoir faire la grève, de ne pas avoir peur. Donc, mais ne parlons pas, je crois qu'il ne faut pas parler des dictatures, des totalitarismes. Vous êtes naïf. On n'est pas naïf, mais tout simplement, ce n'est pas du tout la même chose, mais effectivement, rétrécissement des libertés individuelles et publiques. Je vous assure, il y a des pays qui sont des dictatures et si vous venez voir un peu ce qui se passe dans ces pays-là, vous verrez ce que c'est qu'une vraie dictature. Et on l'a vu notamment avec les mouvements des Gilets jaunes, comme effectivement l'histoire de pas pouvoir être masqué dans les manifestations, porter une cagoule, etc. Petit à petit, on va vers ce rétrécissement. Mais c'est dangereux. Tu n'es pas en train de dire, rassure-moi, parce qu'il y a pire ailleurs, on devrait être heureux d'être là. Non, mais une vraie dictature, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Allemagne. On peut avoir des gouvernements d'extrême droite, c'est le cas qu'on a eu du côté de l'Italie. Eh ben, l'Italie a changé, maintenant c'est un gouvernement des centres-gauche. Donc vous avez eu une droite conservatrice en Espagne, maintenant vous avez un gouvernement des gauches socialo-communistes. Donc vous voyez, ça change. En Europe, ça change vraiment. Une vraie dictature, on les connaît, on sait où elles sont. Vous confondez dictature avec un régime totalitaire fort, totalitaire violent. Or, une dictature, c'est à partir du moment où vous avez une caste qui impose son diktat sur le reste de la population. Donc arrêtez, c'est quand je parle du fascisme, moi je m'appuie sur un texte de Manuela Cadelli, qui est la présidente du syndicat de la magistrature belge, qui dit que le néolibéralisme est un fascisme. C'est quoi un fascisme? C'est quand on n'a pas d'autre politique de proposer. Depuis 40 ans, on a le fascisme néolibéral, c'est du fascisme. Il ne faut pas croire que le fascisme est uniquement avec des bottes et des chemises noires qui défilent en... Est-ce que tu considères, Stéphane, que la France, en ce moment même, est un État fasciste ou pas? Oui. Okay. Le néolibéralisme est un fascisme. Stéphane, tu en penses quoi? Sans commentaire. Il faut que tu commentes. Tu es consultant. Mais non, mais j'ai besoin de ta consultation. Mais non, mais je veux pas demander. Comme disait Juan Dorado. Enfin, il y a des pays où les gens ont même pas le droit de pouvoir s'exprimer, où les gens ont même pas le droit de sortir de chez eux. Et ça, c'est des vrais pays de dictature. Des pays où la femme a même pas le droit de se balader à l'extérieur. Ça, c'est des pays de dictature. Et en France, on peut pas dire que, par exemple, quand on parle de racisme, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec une femme comme Rosa Parks, qui avait pas le droit de monter dans le bus parce qu'elle était noire, alors que c'était un bus réservé qu'aux blancs, c'est jamais arrivé en France. On peut pas comparer et dire tout et n'importe quoi en disant que tout parce que ça se passe à côté. Je parlais pas de vous, mon cher Stéphane. Et quand on parle de fascisme, quand on voit ce qui s'est passé, tous les gens qui sont morts avec cette idéologie-là, dire qu'aujourd'hui la France est un pays fasciste. Vous ne voyez que de fascisme. Voilà, moi je suis désolé. Ce n'est qu'une partie du fascisme. Je veux pas rentrer. Moi je reviens sur l'étymologie des mots. Je ne suis pas sur ce qui s'est passé dans le passé et de comparer. Non, mais pour moi vous jouez sur les mots. Totalitarisme et dictature, excusez-moi, c'est tout à fait presque pareil. Juan, est-ce que tu une république totalitaire est forcément une dictature. Est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai encore plein de choses. Alors parce qu'en fait là, il nous reste quoi? Même pas. Ah, on doit couper déjà. Waouh, ça va vite. C'est ça la passion. Stéphane, est-ce que tu serais prêt à revenir une prochaine fois? Toujours, moi. Toujours. Tu sais que tu es le bienvenu. Ouais. Tu sais qu'on t'accueille avec les bras ouverts. Ouais, mais amour et passion. C'est trop court là. Je le sais, c'est le format de l'émission. On peut pas faire autrement. Mais en tout cas, je voudrais terminer sur une chose, une phrase de général de Gaulle. D'accord.
Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter de se comparer, car la France était la France des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Roosevelt, Voltaire, Diderot, Voltaire, Rousseau et... Voilà, donc tu te couperas mon montage, non c'est trop tard. Donc je me mêle les pinceaux. Voilà, France des Lumières, il n'y avait pas d'autre chose ailleurs. Les États-Unis se sont inspirés de Diderot, de Montesquieu, etc. Ils ont fait une constitution, une déclaration d'indépendance en 1976. Et donc la France avait bien été une France des Lumières, elle a éclairé le monde pour ce que pouvait devenir le monde moderne en 1700 et quelques. Et donc il faut arrêter de se comparer, de dire il y a pire ailleurs. Moi je refuse une phrase de Talleyrand qui disait « Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure. » Non, il faut arrêter de se comparer. Pour se rassurer, on baisse le niveau en permanence si on se compare. Moi, je ne me compare pas, je veux un idéal. Je suis peut-être un utopiste, mais je fixe un idéal, je fixe une utopie et j'essaie de la rejoindre. J'essaie de rehausser les choses. Et donc la France, pourquoi elle a un pacte 20 fois séculaire? Bon, c'est 2000 ans d'histoire, mais pourquoi avec la liberté du monde? Parce qu'actuellement la France, nous sommes l'un des 5 pays à avoir un siège permanent à l'ONU. C'est extrêmement important, même si c'est un petit pays, la France par rapport au reste. Nous sommes au siège permanent de l'ONU, nous avons une voix prépondérante et nous pouvons guider dans une autre voie que le néolibéralisme ou le fascisme d'autre chose, ou du communisme ou autre chose. On peut tracer notre voie. Il faut tracer cette autre voie. Et j'avais mon appel du 18 juin. Je ferai hors ligne. Tu me feras spécialement un petit montage. Appel du 18 juin. En tout cas, cette émission vous ouvre les portes. On est là aussi pour essayer de rendre ce monde meilleur à notre humble niveau. Merci encore Stéphane. José, merci encore. Gracias. Stéphane, aucune animosité, hein, d'accord? Tout va bien? Non. Mais non, mais forcément, tu mets un Sarkozy en face de moi, donc forcément, je ne peux pas rester... Écoutez, merci infiniment. On va vous quitter. C'était ma première, j'étais ravi. On va vous retrouver. Désolé, Kamel, hein. Non, ça a été très bien, Stéphane. Le bordel dans ton émission. Non, écoute, s'il te plaît, refous le bordel la prochaine fois. Oh, d'accord? quand tu veux. Génial. Merci à vous. un petit peu les fesses parce que j'ai un contrôle judiciaire et normalement, j'ai pas le droit de venir dans le 8e. Donc là, je peux dire, j'ai dû prendre un taxi pour venir parce que normalement, je viens en Vélib. Oh. Là, j'ai abandonné mon Vélib et je suis venu en taxi, ça me coûte plus cher. Sinon, on fera l'émission de la prison. Non, tu proposes un cab, il vient pour les 30 minutes dans ma cellule, les 30 minutes Ce sera dans génial, ma garde hein. à vue. Bon, écoutez, si vous voulez qu'on fasse l'émission de la cellule de Stéphane, vous nous le dites. Merci infiniment, passez une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Bye.